Bonsoir. Donc, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute. Je travaille aussi comme thérapeute familiale et du couple. Et je travaille depuis plus de 20 ans maintenant pour le comité SIDA Sexualité Prévention de l'hôpital psychiatrique de Villévrard. Et je suis détachée pour m'occuper des personnes touchées par le VIH-Sida dans un service de maladies infectieuses et tropicales qui se situe à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Donc j'y suis depuis une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans maintenant. Cela a été une volonté, un petit clin d'œil quand même au niveau du ministère, puisque ça a été une volonté depuis 1990 par le ministère de la Santé, par le biais de la mission SIDA, de faire en sorte que la prise en charge des patients atteints par le VIH-Sida soit globale, en l'occurrence qu'elle soit médicale, psychologique et sociale. Et ainsi a été créé à Villévrard ce qu'on appelle toujours des équipes psy-VIH, réunissant psychiatres, psychologues et infirmiers psy. Mon poste de psychologue a été un des premiers créés en France à l'hôpital de La Fontaine, où je suis toujours. Donc depuis tout ce temps, je travaille pour démarrer au niveau de la prise en charge avec les CDHG et il y a une prise en charge psychologique qui se met en place dès l'annonce d'une séropositivité dans les CDHG. Je travaille aussi dans les services hospitaliers. Maintenant, le service de maladies infectieuses n'est plus un service hospitalier, c'est un service, un hôpital de jour. Nous avons 1095 patients en 2010 et il y a un suivi ambulatoire pour ces patients qui viennent d'un hôpital de jour. Et puis, donc là, je peux les voir à la demande du médecin, de l'infirmier, oui, essentiellement médecin et infirmier. On travaille aussi pour les patients. Je vais voir systématiquement tous les patients qui sont hospitalisés pour un premier contact, pour travailler l'annonce du VIH quand c'est fait au cours d'une hospitalisation, pour donc parler avec les patients, voir les familles. Je peux être amenée à voir les couples après en ambulatoire, les familles avec les enfants. Donc c'est un boulot assez vaste. Et aussi une spécificité depuis quelque temps, on s'attache à voir toutes les femmes enceintes séropositives. L'an dernier, on en a eu 60 qui ont accouché à l'hôpital de La Fontaine. C'est une grosse maternité, hein, l'hôpital de La Fontaine. Et on s'attache à voir toutes les femmes séropositives pendant la grossesse. Je vais les voir souvent au moment où elles accouchent, si elles n'accouchent pas un dimanche. Et on les suit ensuite après. Donc on voit, il y a plein de bébés dans le service, il y a des enfants qui courent partout. Bon, c'est pas un service triste. Hein. C'est un service où beaucoup de gens passent et comme nous le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens, Bernard, monsieur David, il y a beaucoup de gens qui vont bien. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont besoin de consultations psy, malheureusement. Donc voilà, on est là pour les accueillir. Alors, pour parler du thème plus spécifiquement aujourd'hui, l'hôpital de La Fontaine, il est bien spécifique. Il se situe à Saint-Denis, dans le 93. Et 87% de notre population est d'origine migrante. Donc je pense qu'on est bien dans le sujet par rapport à dire la population chez une communauté migrante. Ce que j'ai envie de vous dire d'entrée de jeu, c'est que, quelle que soit la population concernée, l'annonce de la séropositivité, encore de nos jours, ça provoque toujours, et je dirais toujours, une détresse psychique, une souffrance morale, une remise en cause de son mode d'être au monde. Alors je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, je pense que chacun va réagir de façon différente et présenter les signes évidents ou cachés de sa douleur. On a tous des mécanismes de défense différents, on a tous un parcours, on a un entourage, une culture différente et chacun, en fonction de ses spécificités, va réagir de façon différente. J'avais envie de vous dire un petit peu comment venaient les questions dans un premier temps.
elles se bousculent toutes quand on annonce une séropositivité. Elles renvoient toutes à une recherche de sens, c'est-à-dire des questions du style « qu'est-ce que je vais devenir ? Que va devenir mon couple ? Que vont devenir mes enfants ? Que va penser ma famille ? Que va dire ? Qu'est-ce que je vais dire à ma famille ? Que vont penser mes amis, mes proches ? Est-ce que c'est ma faute ? » Et puis des questions sur qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que je vais faire de cette vie maintenant, comment je peux vivre en sachant qu'un jour je vais mourir. Alors moi je pense que c'est demain, les médecins me disent que c'est pas demain et que je vais vivre longtemps, mais moi je pense que c'est demain. Et puis pourquoi moi, qui je suis, qui j'étais, qui je vais devenir. Et puis les patients sont exigeants, ils voudraient qu'on puisse leur dire comment va se passer la maladie. Est-ce qu'on va souffrir? Combien de temps il me reste à vivre? En fait, ils demandent un véritable savoir sur la maladie, un véritable savoir sur la mort, un véritable savoir aussi bien technique que philosophique, je dirais. Et puis, nous, les soignants, on n'est pas très préparés à répondre et à transmettre des connaissances de cet ordre. Ici, on leur dit, vous pouvez vivre avec des médicaments. Mais chez vous, ce n'est pas aussi simple. Chez vous, il n'y a pas toujours les traitements. Donc aujourd'hui, vous êtes ici, puis demain, vous êtes peut-être obligé de rester ici parce que chez vous, ce n'est pas aussi simple que ça. Chez vous, on peut en mourir. En tout cas, celui qui se sait malade cesse immédiatement, même s'il en était autrement auparavant, de se sentir bien dans sa peau. Il ne reconnaît plus son corps, dont il ne sait plus trop bien que penser. Car que va-t-on devenir quand le corps nous trahit? Comment vivre la trahison du corps et plus tard comment vivre la trahison de l'autre, celui qui a transmis le virus? Celui qui se sait malade ne se reconnaît plus. Il doit reconsidérer d'entrée de jeu la question de son identité. Je ne sais plus qui je suis. Je suis malade, enceinte mais en bonne santé. Je dois prendre un traitement pour protéger le bébé, mais c'est dangereux de prendre un traitement lorsque l'on est enceinte. Le père, il n'est pas là. Je ne peux pas lui dire de toute façon, on verra plus tard. Je ne sais plus qui je suis étranger à moi-même, comme si cela ne m'appartenait pas, comme si j'observais une scène. Ce n'est pas moi ça. Je ne peux pas en parler à mes parents, c'est moi qui les aide à vivre au pays. Je ne sais plus qui je suis, me dit une jeune maman de 17 ans qui a appris sa séropositivité à 16 ans alors qu'elle commençait sa grossesse. J'ai l'impression d'être perdue dans une forêt et je ne connais pas le chemin du retour. Tous ces témoignages renvoient au désarroi lié à la perte des repères identificatoires. Celui qui se sait malade se trouve écartelé entre un passé soudain révolu et un présent qui est complètement inassimilable. Les réactions au moment de l'annonce de la séropositivité sont très différentes selon les conditions et l'état d'esprit dans lequel est le patient. Cependant, c'est toujours un traumatisme, une menace, et cela provoque toujours un choc émotionnel intense, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon psy, un véritable syndrome névrotique aigu avec un envahissement brutal du cours de la pensée par des idées morbides de la séropositivité et du sida. Lorsque l'on annonce à une personne sa séropositivité, les réactions immédiates sont d'ordre affectif. Crainte, appréhension, effroi, émoi, agressivité, épouvante, frayeur, terreur, angoisse, anxiété, pour elle, mais aussi pour le conjoint, les enfants, les bébés à venir. La transmissibilité, comme on le pointait tout à l'heure, du VIH va engendrer beaucoup d'angoisse. Parce que même si le discours médical est rassurant en France, chacun a une représentation imaginaire de la maladie qui a un terrain fertile pour l'irrationnel. Tout se bouscule, tout est remis en question, l'esprit s'affole. Et dans ce moment de choc, la personne touchée par le VIH ne sait plus quelles sont ses forces, ses droits, ses possibilités.
Alors, il est important, je crois, maintenant d'aborder une autre problématique qui intervient dès l'annonce de la séropositivité, qui est celle de la culpabilité, de la honte, et qui, bien sûr, va renvoyer à la question du secret de la maladie. À propos de la culpabilité, lorsque l'on apprend à une personne sa séropositivité, les premières questions qu'elle vient à se poser, c'est pourquoi ai-je été infectée? Il y a là un questionnement sur le style de vie, sur le sens de la vie. Et là, très vite apparaissent des sentiments de culpabilité, parce que le VIH, ça touche à l'intime, à la sexualité. Et la culpabilité, elle rappellera toujours le lien entre cette pathologie, le sexe, et certains interdits. Pour beaucoup, encore, le VIH est une maladie du sexe. Et le sida peut être considéré comme une punition par les patients. Punition d'une prétendue déviation sexuelle, qu'elle soit réelle ou imaginaire, on s'en moque après tout, comme un châtiment de pratiques sexuelles qui pourraient être réprouvées. Le sentiment d'avoir fait du mal provoque des stratégies de rédemption, d'expiation, d'auto-punition. Quand on est devant une personne qui se sent coupable, on sent sa gentillesse un petit peu accablée. On entend ses mots, mais M-O-T, ou ses mots M-A-U-X. On observe ses comportements de mortification, rédemption. La maladie est vécue comme un rachat des péchés. On est parfois nous-mêmes, en tant que soignants, angoissés par son désir de sacrifice. Le coupable est hostile envers lui-même, puisqu'il croit avoir commis la faute qui lui a fait perdre son objet d'amour. C'est affreux ce que j'ai fait, dit le coupable. Il va me quitter. C'est ma faute, je m'en veux, je me veux du mal. La honte peut être associée à la culpabilité, mais pas forcément. La culpabilité, elle fait toujours référence à une faute qui peut rester secrète. La honte renvoie à l'image de soi et au regard des autres dont on parlait aussi tout à l'heure. Certains patients expriment avec un sentiment de saleté. La honte est gorgée d'amertume, de dépréciation. Le honteux se méprise. Il s'agit de ce qu'on appelle, nous, un effondrement narcissique. Je ne vaux plus rien. Une perte du sentiment d'invulnérabilité. Tout me blesse. Un anéantissement du sentiment de soi. Je n'ose plus m'affirmer. Toute relation devient impossible. Seul le retrait apaise, mais aussi désespère. Et pourtant, chacun de nous ici, aujourd'hui, un jour a connu la honte. Pendant un instant, quelques heures ou bien plus longtemps. Et nous pouvons tous réfléchir à qu'est-ce qui a pu provoquer à un moment donné un effondrement de notre estime de soi où seul compte le regard de l'autre. Là où Narcisse pense « je suis le plus beau sur terre puisqu'il n'y a que moi », le honteux, cet anti-Narcisse, pense « seul compte le regard de l'autre ». S'il découvre qui je suis, je vais mourir de honte. Je vais donc me taire pour me protéger. Lorsque l'on est devant une personne honteuse, on voit bien qu'elle nous fuit, qu'elle évite la rencontre de nos regards, qu'elle nous cache on ne sait quoi, qu'elle a peur de nous et nous reproche de l'effrayer. La personne honteuse nous dit « je me sens rabaissée sous son regard, je l'évite pour moins souffrir et je lui en veux de me mépriser ». Parfois, notre manière de réfléchir ensemble peut apporter un bien-être angoissant qu'elle ne pense pas mériter et ainsi elle met fin à nos entretiens. Je pense que je dois aider mes patients à parler de la honte, voire même la nommer si elle est indicible pour eux, pour qu'elle ne s'enquiste pas. Lorsqu'on peut parler sa honte, très souvent, elle laisse place à la colère. Et comme le dit François Mauriac, c'est bon de faire la haine, ça soulage, ça détend. Le travail des récits et la modification des représentations du groupe donnent un espoir, une possibilité de s'affranchir de la honte. Ce travail se fait souvent au sein des associations.
Il faut parler la honte pour qu'elle puisse se métamorphoser et permettre ainsi à nos patients de retrouver leur fierté et leur liberté. Si on ne peut pas parler la honte, la culpabilité, le patient va donc se taire, fuir pour se protéger soi, pour protéger l'autre, et ainsi commence le secret. Alors, je trouvais intéressant aujourd'hui, j'espère ne pas être trop longue, de me pencher sur l'étude sémantique du mot secret, parce que le secret, c'est toujours quelque chose qui est vécu comme quelque chose de négatif, et je trouve intéressant de se pencher un petit peu sur cette étude sémantique. Le terme de secret est un concept qui se décompose en 3 éléments sémantiques. En tout cas, on peut le définir. La définition du terme de secret, c'est un savoir caché à autrui. Ça, c'est la définition du mot, savoir caché à autrui. 3 éléments sémantiques dans ce concept, le savoir, la dissimulation de ce savoir et la relation à l'autre. Alors, je voulais prendre un peu de temps pour m'attarder sur ces 3 éléments sémantiques. Le savoir, d'abord. Le secret est un savoir. Je sais que je suis séropositif. Quelle que soit la chose secrète, c'est le savoir de la chose et non la chose elle-même qui constitue le secret. Ce n'est pas le VIH qui est le secret, c'est le savoir qu'on est VIH qui constitue le secret. Et de par le tandem information-prévention, il est un impératif médical, vous le savez, d'informer le patient de sa séropositivité. Ainsi, tout patient a le savoir de sa séropositivité. Mais ce savoir, il n'est pas banal, puisque le 2e élément sémantique du concept est d'être caché, dissimulé, écarté de la communication, refusé à l'autre. Il s'agit ici d'une opération de tri. Alors, elle peut prendre la forme de la non-communication, j'en parle pas, ce sera le non-dit. Au niveau visuel, je ne montre pas, mais ça se voit pas de toute façon, donc ça, c'est pas compliqué. Pour un patient VIH, il est très possible de rester dans la non-communication tant que la maladie ne se voit pas. Il choisit de ne pas dire, de ne pas montrer. Et si la maladie SIDA se déclare, c'est souvent plus difficile, mais si le secret n'est pas verbalisé. Et puis, dans ce cacher, ce dissimulé, il y a le refus, c'est bizarre comme concept, mais c'est le refus de la demande de savoir de l'autre. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Alors au niveau de la parole, ça se traduit par un silence. C'est aussi, je refuse de montrer. Je ne veux pas que dire à l'autre. Je pense ici à un patient, par exemple, qui me disait « Mais de quel droit une infirmière qui me fait une piqûre me demande comment j'ai attrapé la séropositivité ?» Et ce qu'on disait ce matin, c'était le comment, on s'en moque. Quelle importance. Pourquoi il faudrait dire comment j'ai été séropositif? Quelle importance. Et ce patient ne s'autorisait pas à se mettre en colère. Parce que quand on se met en colère auprès des soignants à l'hôpital, c'est pas une partie de plaisir quand même, parce qu'il faut avoir un peu de culot pour pouvoir dire je suis pas d'accord avec ce que vous faites quand on est en train de se faire une perfusion ou une prise de sang. Il vivait en tout cas avec une grande violence l'impression d'être en permanence percé à jour, une impression de transparence, de n'avoir pas de retraite intérieure. Il y a aussi une autre façon de cacher, dissimuler, c'est se cacher, se dissimuler derrière un cache. Alors au niveau de la parole, c'est le mensonge, au niveau visuel, c'est montrer un certain maquillage. Certains patients préfèrent parler à leurs proches de cancer, de maladies du poumon, du cerveau, ou arguent leur ignorance plutôt que de parler du sida, du VIH. Et puis le 3e élément sémantique, c'est l'autre. La notion de secret implique la présence d'un autre. Pour qu'on parle d'un secret, il faut qu'il y ait un autre. Cet autre est supposé intéressé par ce savoir, curieux de la connaître, et lui dissimuler à valeur de refus. Alors ça nous amène tout de suite à réfléchir au rôle du secret dans la relation à l'autre. Et ainsi, on peut en déduire la fonction du secret. Ça sert à quelque chose, ça a une fonction s'il y a un secret.
ou plutôt ça a plusieurs fonctions. Mais j'ai envie de vous dire que d'abord, le secret joue dans un premier temps le rôle d'un bien précieux, de quelque chose de l'ordre du privé, du personnel. Et je pense que le secret du VIH, c'est ce qu'il y a de plus personnel et de plus intime qu'on n'entend pas forcément partager avec les autres. Les expressions « c'est mon secret »,« c'est mon jardin intérieur » font référence souvent au secret de la sexualité et de ses choix. Le secret peut ainsi se garder. On dit que l'on détient un secret, on peut le dissimuler, l'enfouir, l'emporter avec soi. J'ai vu des patients décédés à l'hôpital en emportant le secret du VIH avec eux. Et il était hors de question de dire quoi que ce soit à la famille. Ils sont décédés avec leur secret, c'est leur droit. Il faut savoir que la découverte du secret du VIH, son appropriation par autrui, sont vécues comme une dépossession, comme une perte souvent tragique, car elle n'est pas récupérable. Elle est irrémédiable, elle est définitive. Mais ce droit, bien sûr, va être contesté lorsque l'on mesure les conséquences d'un tel secret vis-à-vis du conjoint qui peut être ainsi contaminé. Mais je vais revenir sur ce point. Hier encore, j'avais un patient qui venait d'apprendre sa séropositivité, un monsieur d'origine du Cameroun, et qui me disait « Je veux gérer seul ce problème. Il est hors de question que je téléphone à ma femme au pays pour lui dire que je suis séropositif. Je vais régler cette question moi tout seul. » Il me semble que dans un premier temps, il faut qu'on arrive à considérer le secret comme quelque chose de structurant, qui va maintenir l'équilibre du sujet. Mais le secret peut aussi être la chose mauvaise, source de honte. Il y a le secret qui équilibre le sujet, mais il y a aussi le secret honteux, qui est gardé en fonction de la menace narcissique dont je vous parlais tout à l'heure, en fonction de cette menace qu'il représente, de la blessure d'amour-propre. Beaucoup de patients nous disent qu'ils ne peuvent pas parler de leur secret, car si eux savent qu'ils ont été contaminés lors d'une relation sexuelle normale, et ce sont leurs termes, pas les miens, ils craignent l'étiquette de prostituées, de femmes de mauvaise vie, d'homosexuels, de toxicomanes. Ils croient voir dans le regard des autres que le sida est considéré comme une punition, d'une déviation sexuelle, d'une conduite marginale. Et cette image ne leur appartient pas. Ils la refusent parce qu'ils ne s'y reconnaissent pas. On va penser que je suis un salaud, me disait cet homme il y a 2 jours. Et il me semble que pour ces patients, garder le secret du VIH, c'est aussi enquister la culpabilité, la dette qui lui est liée. Le risque étant que le secret ne devienne mortifère et qu'il se déprime et qu'il fasse des passages à l'acte suicidaire, etc. Mais il faut aussi voir le secret comme un moyen de protection contre l'agression redoutée de l'autre. C'est donc un moyen de se préserver de l'autre. L'autre peut être au pays et risque de divulguer à la famille, aux amis, et attiser ainsi les haines et les rejets. Mais l'autre peut aussi être à côté de soi, et il faut s'en protéger. On sait par exemple qu'un nombre important de patientes ont peur du rejet de leur conjoint, surtout lorsqu'elles sont en situation de dépendance à leur égard, au plan financier, au niveau de l'hébergement. Si je lui dis qu'il me met à la porte, je fais quoi avec mes enfants ? Le secret confère également un pouvoir vis-à-vis de soi et un pouvoir sur l'autre. Vis-à-vis de soi, on sait bien que tout savoir entraîne un pouvoir. Si un patient n'a aucune maîtrise sur l'évolution de la maladie, il peut compenser cette impuissance en gardant le contrôle du secret de sa maladie. Le secret peut ainsi jouer le rôle d'un moyen de satisfaction, un instrument presque de plaisir. C'est le pouvoir et le plaisir de posséder un secret, le plaisir de le refuser, le plaisir parfois de refuser de satisfaire la curiosité de l'autre.
Bien sûr, le secret peut aussi jouer un pouvoir, le rôle d'un instrument de pouvoir sur l'autre, une arme secrète, une revanche pouvant entraîner des comportements agressifs, voire pervers. Ça existe aussi. Ces attitudes renvoient toujours à une possibilité de puissance par rapport à l'impuissance vis-à-vis de la maladie. Il y a une relation entre la maîtrise et la non-maîtrise de la maladie et la gestion du secret. Mais un secret, lorsqu'il est trop lourd à porter, peut aussi être confié, transmis. Pour le recevoir, il faut en être digne. C'est un gage d'amitié, de confiance, un dépôt sacré. Ainsi, un secret peut se partager avec son conjoint. On a fait une étude dans le service il n'y a pas très longtemps. On a pu repérer que 73% des personnes touchées par le VIH avaient pu le dire à leur conjoint, ce qui est pas mal. Il reste encore un grand chiffre qui ne l'a pas dit, mais 73%, c'est pas mal. C'est une forme de cadeau, souvent difficile à accepter, mais avec lequel il va falloir apprendre à vivre. Et là, le secret individuel devient le secret du couple. Mais lorsque le partage avec le conjoint est impossible, le secret devient empoisonné pour le médecin, puisqu'il est confronté à un problème éthique impossible, la sauvegarde du secret médical dont on parlait tout à l'heure, mais aussi la non-assistance à personne en danger. Alors certains pays ont annulé cette problématique. Aux États-Unis, par exemple, il a été demandé aux médecins d'avertir les partenaires sexuels des patients séropositifs, quelle que soit la volonté de ces derniers. Là, c'est probablement oublié. D'abord, c'est compliqué parce qu'il faut savoir qui sont les partenaires sexuels. Ce n'est pas affiché sur les bancs publics. Et c'est probablement oublié que le secret a un sens, qu'il a une fonction qui peut traduire l'impossibilité pour la parole de circuler. Parler le secret à la place d'un patient, pour moi, c'est un non-sens. C'est une attaque contre les liens entretenus avec l'autre ou les autres. Parce que du secret, nous glissons très vite vers la vérité, l'illusion d'une toute-puissance. Parce qu'un secret, nous dit Guy Oslos, qui est un de nos maîtres en thérapie familiale, parce que les secrets, on les voit beaucoup dans toutes les familles, il y a toujours des secrets. Un secret est mis en place lorsqu'une loi dite ou non dite, le plus souvent morale, a été et ou menace d'être transgressée, ce qui entraînerait une atteinte à l'image de soi individuelle ou familiale. Avoir le VIH, c'est encore aujourd'hui transgresser une loi morale, puisque le VIH touche à la sexualité, à ses interdits, ou à tout comportement pouvant être source de honte face à notre société. Cela peut nuire à la famille, cela peut porter atteinte à l'image de la famille que l'on veut transmettre. Cela menace ce qu'on appelle, nous, le mythe familial. Dans un contexte de migration, je pense qu'annoncer sa séropositivité à ses proches, que ce soit ses parents, ses conjoints, amis, est toujours un acte extrêmement difficile dont on craint toujours les conséquences pour soi, pour l'autre, pour les liens qui nous unissent, pour l'avenir de la relation. Là, bien sûr, ce ne sera pas la même chose que d'annoncer à ses parents, à son conjoint, à ses amis, car la portée réelle et symbolique est bien différente. Alors, plutôt que de réfléchir à comment aider les gens à dire à leur conjoint, ce qui de toute façon n'est pas mon travail à moi en tant que psychologue, j'ai voulu, moi, réfléchir et je viens de terminer une enquête là, dans le service à ce sujet, sur qu'est-ce qui permet de dire à l'autre. Donc j'ai fait une enquête sur les conjoints, sur les enfants, qu'est-ce qui permet de dire à l'autre, qu'est-ce qui permet de franchir la barrière du doute, doute de l'autre, doute de la réaction de l'autre, doute de la relation, doute de l'avenir. En référence toujours, je pense, au doute de soi, parce qu'on ne sait plus qui on est, au doute de son avenir à court et à long terme. Décider de dire ou pas, quand, pourquoi, et si secret il y a, quelle en est sa fonction. C'est toujours dans cet objectif, moi, que je vois et que mes patients. Pourquoi il y a ce silence? Pourquoi il y a cette crainte? Quelles sont les craintes? Faire de la peine, décevoir, perdre l'estime des gens, être stigmatisé, être plaint, être jugé, être rejeté, se condamner à la mort sociale.
Alors pourquoi est-ce qu'on dit ? La première réponse qui m'est faite souvent par les gens, c'est que ah non, non, moi je dis parce qu'il faut que je sois sincère, c'est un besoin de sincérité, d'authenticité. On dit parce qu'on vit avec les gens et que ça paraît impensable de ne pas dire. Impossible de vivre avec le sentiment de cacher une part importante de leur vie, voire celui de mentir à des personnes qu'on aime. Donc on dit. On dit pourquoi ? Parce qu'on a besoin de soutien à l'annonce. À un moment donné, on peut dire à l'annonce, mais ça peut être au cours d'une prise en charge. À un moment donné, j'ai besoin de soutien, je dis à l'autre. Je peux dire à l'autre en m'imaginant qu'un jour, je vais être très, 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 très malade et que là, il faudra que je puisse compter sur cette personne-là. Je dis à l'autre pour le protéger d'une éventuelle contamination. Je dis à l'autre pour le protéger d'une sexualité à venir. La dernière enquête que j'ai faite sur qu'est-ce qui permet de dire aux enfants, un quart des personnes qui ont été interrogées avaient réussi à le dire à au moins un enfant dans la fratrie. Un quart. Je dis à mon enfant parce que peut-être qu'un jour j'aurai besoin de lui. Et aussi parce qu'il va rentrer dans sa sexualité et que j'ai besoin je le lui dis pour le protéger. Qu'est-ce qui permet de dire une relation de confiance ? Savoir que le fait d'avoir dévoilé son VIH, ça va être respecté. C'est un gage d'amitié, de confiance. Qu'est-ce qui permet de dire ? C'est quand c'est trop lourd à porter seul. Qu'est-ce qui permet de dire ? C'est quand l'autre pose des questions. C'est quand l'autre ne pose aucune question mais que la maladie se voit. Et ce qui permet de dire aussi beaucoup, c'est la grossesse, bizarrement. C'est beaucoup plus facile de dire que l'on est séropositif quand on est enceinte. Je viens d'apprendre, il y a le bébé qui arrive, et là c'est plus facile de dire à l'autre. Pour la plupart des gens, les conséquences du dire, c'est un soulagement. Ça défoule, ça libère d'un poids. Ça peut améliorer la relation, l'intensifier, l'approfondir, l'équilibrer. Ça peut permettre une certaine complicité. Mais ça va dépendre de la réaction des gens, l'effet positif des gens à long terme. La pitié ou la grande sollicitude ne favorise pas du tout un vécu positif de la révélation. Et puis parfois dire, c'est vrai, ça peut être tragique. Ça peut être le rejet, ça peut être l'exclusion, ça peut être le dévoilement à tous les autres. Et ça, quand on s'est planté sur la personne à qui on dit, c'est extrêmement difficile. C'est des blessures qui vont être douloureuses à penser dans le sens de pansement, à guérir. Ça fait mal. La plupart des gens à qui on annonce disent d'abord, je ne peux pas le dire à mon conjoint. C'est presque systématique. Et puis après, les gens cheminent et le disent. Mais en tout cas, c'est non, mais comment je vais pouvoir lui dire ça ? C'est pas possible, je peux pas lui dire. Non. Et puis finalement, je suis arrivée à la maison, je lui ai dit tout de suite comme ça, je suis débarrassée de ça. C'est toujours la peur dont on parlait tout à l'heure. Hein, c'est toujours la peur. Beaucoup de personnes peuvent dépasser cette peur, mais cette peur, elle est toujours toujours beaucoup là. Alors les choses vont être différentes si cette séropositivité, elle vient dévoiler une faute sexuelle dans le couple. La trahison à l'intérieur du couple. Ça peut même devenir un enjeu dans le couple, parfois même de la maltraitance. Chez les couples qu'on appelle nous sérodifférents, ça peut être « tu ne peux rester qu'avec moi, je suis malade, sinon tu es une mauvaise épouse ». Ça peut être aussi « qui d'autre voudrait de moi ?» Ça, c'est une femme qui me disait, qui était battue par son mari à la maison. Je reste.
Parce que quand elle me disait, en pleurant, mon mari me bat, pourquoi vous restez avec lui? Mais lui seul veut de moi. J'ai rien à dire parce qu'il reste avec moi. Il n'a rien dit à ma famille, me disait une autre femme qui était trompée allègrement par son mari. Chez les couples où les deux sont séropositifs, la maladie, la non-adhésion au traitement peut devenir un enjeu aussi, pour que l'un s'occupe de l'autre, pour culpabiliser l'autre. Vois ce que tu m'as fait. Mais la contamination du partenaire prend un sens et provoque des répercussions différentes selon qu'il s'agit d'une contamination par une relation extérieure au couple, donc une histoire d'infidélité, une contamination par un accident du travail, ça peut arriver, une contamination avant la création du couple. Pourquoi taire sa séropositivité? Je vais passer, parce qu'on en a parlé longuement. Je voudrais juste terminer par un peu la spécificité de mon travail psy. Lorsque je reçois un patient en entretien, c'est pour éclairer un peu ce qui se passe en lui, en elle. C'est pour accéder à sa pleine dimension de sujet. C'est donc de son identité dont il est question d'entrée de jeu. Ce n'est pas pour lui faire dire ou non son secret, mais pour peut-être l'aider à un sens à pourquoi il y a le secret, un sens au dire, un sens au ne pas dire. Et au-delà, c'est pour l'aider à trouver un sens à sa maladie. Mais c'est compliqué parce que cette maladie, elle est insensée. Quelques témoignages. Aïcha, d'origine algérienne, veuve, mère de 6 enfants en France depuis 33 ans, évoque aussi l'œil, responsable de son accident de voiture, de sa triple fracture du ménisque, mais elle évoque l'œil aussi pour le VIH. Et son mari, coureur de jupons. L'œil est une pointe qui vient détruire la vie des gens, par jalousie essentiellement. Pour le sida, elle a été voir le marabout pour enlever l'œil. Ça n'a pas marché. Alors elle doit prendre son traitement. Elle veut mais n'arrive pas à le supporter et elle l'arrête. Jean est originaire d'Haïti, en France depuis 20 ans. Il y a le vaudou au pays. Il peut faire des choses bien comme des choses très méchantes. Il faut demander à la sorcière. Pour lutter contre les mauvais sorts, il faut aller voir une autre sorcière. Pas en France, ça ne marche pas. Il faut retourner au pays. Il faut de l'argent pour le voyage. Je n'y crois pas au vaudou. Mais peut-être il m'empêche de prendre mon traitement, il me fait vomir. Il veut mais ne supporte pas son traitement et il l'arrête. Rosette est originaire du Cameroun, elle a 18 ans, elle est en France depuis 2 ans. Elle est étudiante, le mauvais sort s'acharne contre elle. Elle est cachectique, elle ne mange pas depuis 5 jours car sa tante chez qui elle vit a fait venir un prêtre qui a dit qu'elle était possédée et devait faire un jeûne de 5 jours. Le traitement, les chimios, rien ne marche. Mamadou est originaire de Guinée, pense que le sida est envoyé par la société pour exterminer l'Afrique. Pendant plus de 3 ans, il a fait comme si le sida n'existait pas. Aujourd'hui, on lui prescrit un traitement, il sait qu'il va guérir. Il a quelque part l'illusion que tout cela n'a pas existé, l'illusion d'une toute-puissance qui lui garantit l'immortalité. Ainsi, beaucoup de patients me sont adressés pour non-adhésion au traitement, ou lorsque l'adhésion au traitement semble au médecin imparfaite ou pouvant le devenir. Il y a toujours de l'agressivité liée à l'inobservance. La confiance tourne à la méfiance. Un médecin me disait récemment « Je sais faire avec la trithérapie, mais pas avec le vaudou et les mauvais esprits. » Moi non plus. Mais mon bureau est peut-être un espace qui laisse la place à l'étrange étranger. Il s'agit de travailler avec les croyances des patients et non pas contre leurs croyances. Nous ne sommes pas en rivalité. Il s'agit d'aller à la rencontre de l'autre, de sa culture, pour qu'ensemble nous puissions commencer à mettre un sens sur la prise ou non d'un traitement. L'espace thérapeutique, qu'il soit dans un bureau, dans une chambre, à l'hôpital, est un lieu où le sujet va se rapprocher de lui-même. Et dans cette perspective, parfois, la maladie n'est même pas abordée. Ils n'en parlent quasiment jamais parce que ça se joue ailleurs.
D'autres patients, bien sûr, en parlent beaucoup. La maladie est perçue comme une identité. Le patient hospitalisé est d'abord atteint d'une maladie, il est là pour être soigné. Cela justifie en partie la façon dont les soignants le regardent, l'attention qu'on lui porte. Mais parfois, le patient met entre parenthèses celui qu'il était auparavant. Il en vient à ne plus endosser que sa peau de malade et à ne plus être qu'un malade. Mais jamais, et on nous l'a dit aussi ce matin, la maladie en elle-même ne peut, ce matin tout à l'heure, constituer l'identité d'une personne. Lorsque un patient choisit d'effectuer un travail psychique, de réfléchir un petit peu à ce qui lui arrive, il va percevoir petit à petit que les choses vont changer en lui, pour lui. Il va pouvoir intégrer sa maladie dans sa vie, dans son histoire. Parfois, il va confirmer sa révolte, mais il va pouvoir donner droit à son désir. Le patient découvre aussi qu'il a le droit à l'angoisse, à la peur. L'angoisse, elle est inévitable dans la vie qui n'est pas angoissée. Mais pouvoir parler la maladie, c'est parfois se sentir moins fou, plus normal, même si l'on doute de son fonctionnement psychique. Cela permet de se dédouaner du sentiment de culpabilité et cela permet de pouvoir dire c'est dommage, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas là, ce VIH, ce sida, mais il va falloir apprendre à vivre avec. Et pour finir, écoutez ce que nous dit un sage africain du Mali, Sédou Badian Kouyaté. Celui qui se met hors de la communauté d'une manière ou d'une autre perd sa qualité d'être humain et devient une sorte de réincarnation de génie malfaisant, mis à l'index et craint de tous. Ainsi, il me semble que mon rôle est quelquefois d'aider le patient à réintégrer la communauté lorsqu'il souhaite s'en isoler, mais c'est parfois au prix du secret. Merci de votre attention.